Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du dernier pharaon de la 18e dynastie. Quel est donc ce général qui accède au pouvoir dans la période troublée suivant la mort de Toutankhamon? Qu'il résulte ou non d'un coup d'état, le règne d'Horem-Eb, 14e et dernier pharaon de la 18e dynastie, signe le retour de la stabilité de l'Égypte après le règne controversé d'Akhenaton. Vous voulez en savoir plus sur le dernier pharaon? Venez avec moi. Lorsqu'il accède au trône, Horem-Eb n'est pas un inconnu. Depuis le début de sa carrière, il gravite dans l'entourage des pharaons. Il semble même avoir été un familier d'Akhenaton. Est-ce lui le fameux commandant en chef des armées, connu sous le nom de Paton-Hon-Eb, Aton en fait, ce général du seigneur des deux terres, qui s'était fait préparer une sépulture dans la nouvelle capitale royale du pharaon? Auquel cas, il aurait changé de nom après le retour à l'ancienne religion, pour prendre celui d'Horem-Eb, Horus en fait. En tout cas, il faisait partie de ce groupe de conseillers originaires de Moyenne-Égypte, qui occupaient des places importantes dans le sillage d'Akhenaton. On connaît aussi son lieu de naissance, la ville d'Out-Nessout, au nord d'Amarna, et on pense issu d'une lignée noble de moyenne importance, peut-être des nomarques, autrement dit des gouverneurs de province. Dans la tombe préparée spécialement pour lui à Sankara, Horem-Eb s'est fait représenter aux côtés de Toutankhamon, comme une sorte d'hommage au jeune pharaon. Étonnamment, il la délaissera de son vivant pour s'aménager une sépulture dans la vallée des rois. C'est néanmoins sous le règne de Toutankhamon que sa carrière va connaître une accélération décisive. Il prend les titres de représentant du roi à la tête des deux terres, porte-parole royal des affaires étrangères, général en chef de la cavalerie, commandant de l'armée, grand majordome des actifs du roi, et semble-t-il de prince, voire de vice-roi. Personnage de premier plan, il est chargé de missions diplomatiques, comme cette ambassade qu'il mène en Nubie, et qu'il est suivi d'une visite d'un prince de Basse-Nubie à la cour d'Égypte. Il mène aussi des actions moins pacifiques, combattant peut-être en Syrie et affrontant les Hittites, ses ennemis désormais héréditaires de l'Égypte. Il semble aussi conduire des actions militaires à l'ouest de l'Empire pour contenir les populations nomades. Des bas-reliefs de son tombeau de Sankara montrent le défilé des prisonniers des régions reconquises et notamment des Libous, une peuplade qui donnera son nom à l'actuelle Libye. Diplomate et chef de guerre reconnu, proche conseiller du tout jeune pharaon, Horem-Eb est sans nul doute à l'époque la figure de sang non royale la plus importante de l'Empire égyptien. Mais que se passe-t-il au décès de Toutankhamon? Aïe, s'empare du trône et Horem-Eb est semble-t-il évincé de ses fonctions. Le titre de général en chef de la cavalerie passe à Nakhimim, le fils présumé d'Aï. Horem-Eb sera le jour venu s'en souvenir. En attendant, il est occupé à faire la guerre, car une nouvelle fois l'Empire est sous la menace des Hittites, qui franchissent les frontières et s'emparent de la citadelle de Kadesh. La peste s'étant répandue dans les rangs de l'ennemi, les Égyptiens reprennent l'avantage, et c'est semble-t-il Horem-Eb en personne qui signera un traité de paix avec Murzili II, le nouveau roi de l'Empire hittite, fils de Supililiaoumad. 3 ou 4 ans, c'est la durée supposée du règne d'Aï, 13e et avant-dernier pharaon de la 18e dynastie et prédécesseur direct d'Horem-Eb. Mal connu, il serait originaire d'Akhmim, la ville où Toutankhamon a passé peut-être son enfance. Il pourrait être le père de Néfertiti, l'épouse d'Akhenaton, et aussi être apparenté à Ti, l'épouse d'Amenhotep III. Il succède à Toutankhamon sans l'assassiner sans doute, mais en profitant de la vacance du pouvoir et en épousant sa veuve, Ankhesenamun. De ce souverain éphémère, qui fut avant tout un fonctionnaire zélé, on connaît le tombeau officiel à Amarna, où il s'est fait représenter aux côtés de son épouse Ti II. Mais il fut, semble-t-il, finalement enterré à l'ouest de la vallée des rois, où sa tombe, WV23, fut découverte en 1816. La chambre funéraire de son tombeau est ornée de décors peints, mais on n'y trouve aucune représentation d'Aï et de son épouse. Leurs figures furent sans doute détruites sur ordre d'Horem-Eb. La momie d'Aï n'a à ce jour pas été identifiée.
Auréolé de ce succès, Horem-Heb se trouve en position favorable pour évincer Nankim, candidat à la succession d'Aï qui vient de mourir. À la manière de Napoléon Bonaparte, l'ambitieux général égyptien n'hésite pas. S'étant assuré du soutien du clergé d'Amon, il se fait sacrer en grande pompe dans le temple de Karnak. Et pour éviter toute accusation d'usurpation, il prend soin de recueillir un oracle du grand Dieu, lui confirmant sa royauté. Par la suite, comme pour effacer le souvenir de son coup de force, il s'emploiera à éradiquer toute trace de son prédécesseur, dans les temples comme dans le tombeau d'Aï à l'ouest de la vallée des rois, dont il fera marteler les cartouches. On raconte même que dans sa soif de légitimité, il fera partir le début de son règne de la mort d'Amenhotep III, comme si les 4 pharaons suivants n'avaient pas existé. Au cours de son règne, Horem-Heb aura à cœur d'assurer la stabilité de l'Égypte, après les temps troublés qu'elle a traversés. Souverain énergique, il œuvra à réorganiser le trésor, l'administration, les tribunaux, et se montra attentif au bonheur de son peuple. Une stèle retrouvée à Karnak énumère ainsi une série de mesures répressives destinées à défendre les humbles contre les abus des fonctionnaires royaux. Ceux qui se sont rendus passibles de réquisitions illégales de bateaux et d'esclaves, de vols de cuir, de bovins, d'impositions illégales de terres agricoles, privées ou de fraudes diverses, seront condamnés à avoir le nez coupé avant d'être exilés. Tandis que les soldats coupables de vol seront châtiés d'une centaine de coups de fouet. De ces 2 mariages, le général devenu pharaon ne laissera pas de fils. Mais déterminé à garantir l'avenir et la paix de son peuple, il privilégiera une transition pacifique en choisissant lui-même son successeur, désigné d'abord comme régent, puis comme héritier, son propre vizir. Celui-ci, à la mort d'Horem-Heb, deviendra le pharaon Ramsès Ier, fondateur de la 19e dynastie. Restaurateur des anciens temples à Avaris, à Héliopolis, à Memphis, à Assiout et bien sûr à Karnak, Horem-Heb a fait édifier pour son compte successivement 2 tombes, l'une à Saqqara, l'autre dans la vallée des rois, où sa dernière demeure est connue sous le nom de code KV57. Ses 2 épouses successives reposent à Saqqara. La première, Amanoé, morte avant son accession au trône, était une jeune fille noble, mais non de sang royal. En revanche, la seconde, morte en l'an 13 du règne de son mari, pourrait être la sœur de Néfertiti, ce qui rapprocherait Horem-Heb de l'ancienne lignée royale. L'étude de sa momie a permis d'établir que cette femme avait eu plusieurs enfants, parmi ceux-ci une fille qui pourrait avoir été donnée en mariage à Ramsès Ier, le fondateur de la 19e dynastie. Le lien d'une dynastie à l'autre serait ainsi établi. Comme on l'a vu, Horem-Heb a ramené la stabilité et la prospérité à l'Égypte ancienne après le règne chaotique des rois d'Amarna. Né roturier, il a bâti sa réputation dans l'armée sous Akhenaton en tant que scribe, administrateur et diplomate doué. Ensuite, il a dirigé l'armée pendant le court règne du roi Akhenaton. Il gouverne le peuple égyptien avec le vizir Aï et fut responsable de la reconstruction du temple d'Amon à Thèbes. Après la mort de Toutankhamon, encore adolescent, Aï a utilisé sa proximité avec le trône et la prêtrise pour prendre le contrôle et devenir pharaon. Horem-Heb était une menace pour le règne d'Aï, mais a gardé le soutien de l'armée et a passé les années suivantes en exil politique avant de devenir lui-même pharaon d'Égypte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.